Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium en ligne de la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau cycle de 5 conférences, un cycle intitulé « Le monde sous toutes ses mesures ». Ce cycle s'inscrit dans notre nouvelle thématique semestrielle que vous avez peut-être découvert le mois dernier, qui s'appelle « Grandeur et des mesures ». Vous pouvez retrouver tout notre programme en ligne sur notre site internet, bien sûr. Et ce soir, donc, nous parlons de mesures. Tous les domaines de la connaissance s'appuient sur cette notion de mesure et donc on vous invite à la découvrir ou la redécouvrir, peut-être mieux la comprendre. Et ce soir, pour ouvrir le bal, nous vous proposons une première séance sous la forme interrogative. La science est-elle devenue la mesure de toute chose? Pour répondre à cette question, nous recevons Marc Imbert. Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes physicien et métrologue. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de métrologie au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM. Et vous êtes président de l'Assemblée des chaires du CNAM et membre de l'Académie des technologies. Vous travaillez à la mesure des constantes physiques fondamentales dans un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire national de métrologie et d'essais du CNAM, dont vous êtes le directeur. Et ce soir, vous venez nous faire découvrir cette science de la mesure qui est la métrologie. Vous nous parlerez de l'objectivité supposée de cette mesure, de sa place primordiale dans notre monde. Et pour ma part, je vous transmettrai les questions de nos auditeurs et auditrices en ligne après votre présentation. Donc à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir en direct, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. On me les transmet en direct pendant la présentation. Et bien, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction si sympathique. Et effectivement, on va essayer, si vous voulez, de répondre à cette question. Est-ce que véritablement aujourd'hui, nous sommes dans une approche où les références pour les mesures, donc les mesures, sont devenues bâties pour pratiquement leur totalité, principalement sur la science, sur la vision que nous avons, la représentation que nous avons des phénomènes qui nous entourent. Alors, bon, vous avez très bien évoqué d'où je viens et ce que je fais. Le Laboratoire national de métrologie et d'essais, c'est l'organisme qui, en France, pilote la métrologie française et le CNAM est l'un des laboratoires membres de ce consortium de la métrologie française. Et nous avons effectivement, avec le LNE, un laboratoire conjoint que j'anime sur le plan scientifique. Beaucoup d'organismes se sont penchés sur ces nouvelles unités qui sont apparues avec une réforme qui date maintenant de bientôt 2 ans, que ce soit en France ou à l'étranger. Beaucoup d'organismes internationaux, nationaux, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies. Ça a une influence sur les mécanismes qu'on va voir qui permettent de garantir la fiabilité des mesures. Et c'est pour ça que vous verrez apparaître sur ces transparents qui sont là pour le futur aussi et l'enregistrement, beaucoup de logos de ces organismes auxquels de près ou de loin j'ai été associé. Alors la métrologie, mot toujours qui fait un petit peu peur, science de la mesure, elle donne elle-même sa propre définition. C'est un des avantages des métrologues de se définir eux-mêmes. Elle est censée couvrir toutes les mesures effectuées à un niveau d'incertitude établi dans n'importe quel domaine de l'activité humaine. Donc on a tendance à être très universel. Bien entendu, n'importe quel domaine a ses limites en termes d'efficacité, de pertinence et notamment de capacité à établir l'incertitude du résultat. L'incertitude du résultat, c'est ce qui permet d'avoir confiance dans les résultats que l'on donne et qu'on a fait et d'inspirer confiance aux autres. La mesure, c'est d'abord une question de confiance et on va essayer de voir ensemble comment on peut garantir quelque part cette confiance. Alors cette garantie passe par l'existence de références pour les mesures. On a l'habitude d'appeler ça des unités de mesure. On connaît tous le mètre, le kilogramme, des choses de ce genre. On a même sans doute tous un souvenir du fait que le kilogramme, c'était un prototype pieusement conservé au Bureau international des poids et mesures au pavillon de Breteuil à Sèvres. Et c'est vrai, même si ce n'est plus aujourd'hui la définition du kilogramme.
Et puis, on verra justement comment, il y a 2 ans, en 2019, l'évolution des définitions des unités, réalisée de façon consensuelle sur le plan international, a modifié le panorama et permet aujourd'hui d'envisager des procédés de mesure innovants, nombreux, multiples, mieux établis encore et basés sur ce qu'on pourrait appeler les avancées de la science et adaptés à des utilisations beaucoup plus larges, notamment pour les micros et les nanosystèmes. Voilà un peu ce que je vous propose, ce petit parcours de la mesure au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, en essayant dans un premier temps de vous convaincre que oui, la mesure c'est une question de confiance, mais surtout ça sert à quelque chose, c'est utile dans le quotidien, puisque vous êtes confronté, dès qu'il y a un échange particulier de biens ou de services qui est fait, à des questions de mesure pour caractériser les termes de cet échange. Vous êtes confronté à des questions de mesure dès qu'il s'agit d'appliquer des réglementations. Vous avez tous reconnu les éléments de pompe à essence, de balance ou de cinémomètre qui sont sur ces aspects-là, sur les dessins que je vous représente. En gros, quand la mesure a parlé, on ne discute plus, on paye quand c'est un échange et que c'est pesé, on paye quand c'est une amende qui est posée, on exclut un coureur quand il est dopé et que l'analyse montre qu'il dépasse les seuils correspondants. C'est un outil de pacification des interactions sociales qui est extrêmement fort et qui permet la loyauté des échanges et le respect des lois. Alors ça, c'est le quotidien. Sur le plan plus industriel et sociétal, la mesure, c'est aussi ce qui caractérise, si vous voulez, la performance en matière de compétitivité. Comment assembler les pièces d'un Airbus construites dans des pays différents si on n'a pas des caractéristiques satisfaites en termes de mesure? Comment avoir confiance dans un diagnostic? Comment être confiant dans une thérapie appliquée à des patients? Comment même être capable de juger l'efficacité de plusieurs thérapies différentes si l'on ne maîtrise pas les éléments de celles-ci en matière quantitative, en ce qui concerne les dosages de médicaments ou autres? Comment, finalement, ne pas être conscient du fait que toutes les avancées qui vont vers un monde plus sûr et plus durable sont liées à la connaissance intime des performances et donc des résultats que l'on peut obtenir pour accompagner ces évolutions industrielles et sociétales. Alors, on parle de science. C'est important aussi d'être conscient du fait que la mesure, c'est à la base de la construction scientifique. Qu'est-ce qui fait science? Finalement, c'est l'observation qui permet de modéliser, la modélisation qui permet de prévoir, et la prévision qui doit être confrontée à de nouvelles mesures pour valider, infléchir, modifier, réussir à faire avancer la qualité du modèle et sa pertinence. Sur le plan un peu épistémologique, mais je ne suis pas épistémologue, donc on ne va pas s'y risquer trop longuement, il y a des étapes qui ont été réalisées au cours de l'histoire, représentées par les trois scientifiques dont nous avons la photo. Le premier, c'est Euclide qui passe du dénombrement à ce qu'on pourrait appeler le continu, des mesures sur le continu. Le deuxième, c'est Galilée, le premier à écrire des proportionnalités entre grandeurs différentes, à écrire l'esquisse des premières lois de la physique ou de la chimie. Et le troisième, qu'on cite moins, mais qui pourtant joue un rôle fondamental dans l'appréhension moderne de la mesure et de son expression en termes de confiance, c'est Carl Gauss. Carl Gauss qui a donné ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle les sciences expérimentales pour les placer au même stade que les sciences de la connaissance qui étaient en vigueur et en haut de l'affiche au XVIIIe siècle. Alors, moi j'aime beaucoup une image, dès que je parle de construction scientifique, qui est celle portée par la photographie de la statue conjointe de deux hommes, qui est liée à la loi physique que je vous ai écrite ici, T2 sur A3 égale constante, qui régit finalement les orbites des planètes du système solaire et même de tout autre système planétaire autour d'une étoile, qu'on appelle les lois de Kepler. Cette statue représente certes Johannes Kepler, l'auteur des lois, mais aussi un astronome d'Asie centrale qui s'appelle Tycho Brahe. Tycho Brahe a fait des observations pendant plus de 40 ans avec les instruments les plus performants de l'époque sur les mouvements des planètes. Il n'a pas trouvé les lois correspondantes. Kepler, lui, a trouvé les lois de Kepler, oui, bien sûr, mais sans les observations de Tycho Brahe, il aurait été incapable de valider, de prévoir, de même imaginer ces lois de Kepler. Donc on est vraiment sur cette symbiose entre finalement la capacité à modéliser et l'observation qui est la base de la construction scientifique.
Construction scientifique, modélisation avec ses applications dans tous les domaines, avec les difficultés des différents domaines correspondants. Prenez la météorologie. La météorologie, nous prenons quelques données en quelques points. Prenez les nanosystèmes ou les microsystèmes. Nous considérons de plus en plus quelques données en quelques points. On parle de la taille d'un atome, c'est très bien. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que c'est pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle sur ces questions taille d'un atome. Prenez plus près de nous les questions relatives à la vision humaine des couleurs avec le diagramme de chromaticité conventionnel qui est représenté ici et qui permet de caractériser les différentes couleurs perçues par l'œil humain. Donc des questions de biophysique cette fois et de perception. Bien là encore, on essaie de modéliser et cette modélisation, c'est une réduction extrêmement forte de la complexité, de la réalité des systèmes qui sont en cause. C'est une des caractéristiques de la mesure que de s'intéresser à quelques grandeurs caractérisant un système dont on n'atteint en général pas la complexité au-delà du modèle. Alors à côté des questions liées à la mesure de grandeur, il y a ce qu'on appelle les essais. Les essais, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on a un système qui va produire une donnée de sortie qui caractérise les éléments correspondants, mais selon un mode opératoire parfaitement bien déterminé, et c'est ce mode opératoire qui fait sens pour la grandeur mesurée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le mode opératoire, vous n'êtes pas capable d'interpréter le résultat, sauf en avoir une connaissance particulière. La qualité de l'air en un lieu, c'est le résultat de la construction, l'agglomération d'un grand nombre de résultats de mesures, qui sont des mesures de composition chimique, de taille de particules et autres, mais qui se traduisent en un indice. Si vous n'avez pas la carte de ce qui fait l'indice, vous ne pouvez pas interpréter. L'efficacité énergétique d'un bâtiment, quand vous achetez celui-ci ou l'échangez, si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne pouvez pas interpréter. L'intensité d'un séisme, si vous ne savez pas que 9 sur l'échelle de Richter, c'est vraiment très grave, parce que vous avez l'historique correspondant, etc., vous ne pourrez pas interpréter. En fait, les modes opératoires sont essentiels pour donner sens à la grandeur mesurée, et c'est vrai aussi dans les sciences industrielles. La dureté d'un alliage métallique, c'est pareil. L'un des signaux que vous êtes sur un essai, c'est que souvent, ces échelles, il y en a plusieurs. Pour les séismes, par exemple, vous avez l'échelle de Mercalli, l'échelle de Richter. Pour la dureté, vous avez Brinell, Rockwell, etc. En fait, tous ces modèles sont essentiels. On n'est pas très loin de ce qui caractérise, par exemple, ce qu'on appelle la détermination de l'empreinte écologique, où il faut une modélisation forte du lien entre les consommations et également les productions, les surfaces qui permettent de faire les productions correspondantes. Et on n'est pas très loin de la détermination de la satisfaction du client de la SNCF sur la ponctualité des trains en France. Là encore, c'est le mode opératoire, c'est toutes les opérations qui sont faites qui donnent leur sens à la grandeur mesurée, et si vous changez l'un des éléments, vous changez bien entendu le résultat. Alors, ça peut être encore plus compliqué, et pourtant, on arrive à faire de la science avec, et on l'en fait sur les essais, avec des méthodologies qui sont robustes, répétables, reproductibles quand on change certains éléments. C'est ce qui concerne la perception humaine, la perception par les différents sens de l'être humain, et en particulier celle de l'apparence, celle qui est liée à la vision. Bien, la vision d'un objet, c'est sa taille, sa forme, mais c'est aussi sa couleur, sa texture, son brillant, sa transparence, son caractère translucide ou non. Tout cela, aujourd'hui, on sait peu à peu, dans un système qui est un système où on dispose de références, caractériser ces éléments afin de faire des mesures dans lesquelles on puisse avoir confiance pour parler du chatoiement de ce vêtement, parler du confort visuel, de la capacité à reproduire l'image la vision sur ce qu'a voulu rendre un artiste dans un contexte donné, plus prosaïquement sur les questions d'éclairage, les questions de confort visuel, les questions d'utilisation non nocive d'écran sur le système visuel. On sait corréler les perceptions à des expériences de physique qui donnent des grandeurs mesurables et qui permettent donc de faire ces caractéristiques. On est vraiment dans la métrologie dans tous les domaines de l'expression humaine et l'activité humaine. Après, on parle aussi de mesurer la valeur d'une entreprise. La bourse est fondée là-dessus, la détermination de la valeur.
On fait en sport, en jugement, des mesures d'esthétique, des mesures d'aspect. On parle même de mesurer la joie ou la tristesse ou la peur. J'ai ici extrait de l'album de famille un certain nombre de photos d'un membre de ma famille pour vous montrer la gradation qu'on peut donner sur un visage de sans doute le sentiment éprouvé. On prétend mesurer les capacités intellectuelles avec des tests. Test, tiens, c'est la traduction d'essai. À l'hôpital, aux urgences, on vous demandera où situez-vous votre douleur sur une certaine échelle. Dans l'Égypte du Moyen Empire, on prétendait mesurer le poids des âmes, c'est la psychostasie. Voyez que sur tous ces éléments, certes, on va se retrouver avec des caractéristiques qui permettent de parler de mesure, de parler de répétition de celles-ci. Maintenant, l'objet est parfois doté d'intention, les éléments dépendent du mode opératoire suivi. On est véritablement dans des circonstances où il est compliqué de disposer de références. Et alors, quand vous allez mesurer l'efficacité d'une politique, mesurer la démocratie pour adhérer à l'Union européenne, vous voyez qu'il faut véritablement essayer de définir les critères, donc l'essai qu'on est en train de faire, et on ne fait que valider la liste de réponses à une liste d'items particuliers qu'on appelle mesure et qui n'est en fait que la réponse à un essai. Attention donc à ne pas tomber avec le mot mesure dans la quantophrénie. Nous essaierons, nous, en tout cas, de ne pas y souscrire. En fait, pour moi, et pour Lord Kelvin aussi un peu, et moi je l'ai appris de Lord Kelvin, mesurer, c'est d'abord quantifier une grandeur, mais c'est aussi comparer celle-ci à une référence. Comparer la masse inconnue de cet objet placé sur le plateau gauche de la balance à une masse de même nature prise pour référence avec un instrument. Il faut avoir bien précisé quelle est la grandeur que l'on veut mesurer, quelle est la connaissance de la réalité à laquelle on veut accéder, comme le disait Kelvin. Quand vous pouvez mesurer ce dont vous êtes en train de parler et l'exprimer avec des nombres, mais vous accédez à de la connaissance sur cet objet. Et ça, soit on est pragmatique en disant c'est telle caractéristique définie dans un essai ou ailleurs, soit on est scientifique et on se rapporte à une grandeur qui est particulière. Ici, est-ce que je veux mesurer la masse dans le vide, la masse dans l'air? Vous voyez, cette question mérite d'être précisée avant de parler de résultats. Comparé à une référence, d'où vient cette référence? Qu'appelle-t-on référence? Qui considère que c'est une référence avec une étiquette qui est reconnue par les différents partenaires qui vont utiliser mon résultat de mesure? Qui a permis de définir cette référence? Fait-elle l'objet de mécanismes de reconnaissance mutuelle? Quelles sont ses qualités? Change-t-elle dans le temps? Est-elle pérenne? D'un endroit à un autre, si je la matérialise, va-t-elle être différente? Puis-je m'en servir simplement? Quelle est sa qualité? Qu'est-ce qu'il y a sur son étiquette en termes de performance? Qu'est-ce qui me permettra d'exprimer le résultat avec une valeur numérique associée à une unité qui rappelle la nature de la référence et un terme caractérisant la confiance, qui est l'incertitude, dont on voit tout de suite qu'elle dépend à la fois de la qualité de la comparaison réalisée, mais aussi de la connaissance que l'on a de la référence et de ses conditions d'utilisation. En gros, dans mon cas, l'incertitude, elle va dépendre de ce que je fais quand j'utilise la balance et des propriétés de la balance, mais aussi de ce qu'il y a sur l'étiquette de la référence. Et je ne ferai jamais mieux que ce qu'il y a sur l'étiquette de la référence. D'où l'utilité de disposer d'un ensemble de références qui soit le plus performant et le plus exact possible. Alors, Protagoras nous disait il y a longtemps, l'homme est la mesure de toute chose. Et effectivement, nous verrons un petit peu ensemble que les références ont longtemps été reliées à l'homme et aux caractéristiques de la vie humaine. Aujourd'hui, raccorder une référence, c'est la placer par une suite d'opérations techniques qui sont des comparaisons et qu'on appelle des étalonnages, dans une suite de références qui doit bien s'arrêter quelque part. Et cette suite de références s'arrête à ce qu'on appelle la référence primaire attachée à la grandeur, qui va être obtenue à partir de définitions conventionnelles et de matérialisation des objets qui représentent ces définitions conventionnelles des unités. Situer un résultat à la fois sur le plan technique par les comparaisons des références utilisées ou des instruments utilisés, mais aussi sur le plan documentaire en gardant la trace de ces comparaisons et de leurs résultats, c'est assurer la traçabilité d'un résultat de mesure.
pour moi un résultat de mesure dont la traçabilité n'est pas assurée. Je ne sais pas en quoi il est exprimé, je ne sais pas comment il a été obtenu. Ce n'est pas un résultat sur lequel je peux étayer des décisions, baser des conclusions. Ce n'est pas un résultat dans lequel je peux avoir confiance. Aujourd'hui, la traçabilité s'établit sur le plan international au travers du système international d'unité et d'un traité international qui s'appelle la Convention du mètre. Troisième élément qui concerne la mesure et que je ne peux vraiment pas passer sous silence, au-delà de la grandeur qu'il convient de définir, de l'unité qu'il convient de préciser et de qualifier, et donc de la référence utilisée, c'est la démarche expérimentale. En effet, les méthodes qui permettent d'avoir confiance dans les résultats doivent être validées, doivent nous assurer que l'on est bien en train d'accéder à la grandeur que l'on prétend déterminer. Alors ça, ce sont des comparaisons entre les méthodes, ce sont des normalisations consensuelles autour des grands organismes de normalisation qui permettent de se réunir autour de méthodologies reconnues sans ambiguïté par l'ensemble des utilisateurs. Et même des mécanismes de contrôle qui permettent l'accréditation des laboratoires et des entités qui pratiquent ces mesures. L'accréditation, c'est la confiance accordée dans l'action. Par exemple, et c'est un sujet brûlant d'actualité, l'accréditation pour pratiquer des analyses dans des laboratoires d'analyse biomédicale. Les laboratoires d'analyse biomédicale, en France, c'est assez récent, mais sont désormais accrédités pour une part croissante de leur activité. C'est-à-dire que des évaluations externes viennent garantir qu'il y a une traçabilité des mesures, que les mécanismes et les méthodes employées sont faites selon des critères dans lesquels on peut avoir confiance. C'est tout cela qui permet d'avoir et d'inspirer confiance dans un résultat. Aujourd'hui, c'est surtout sur la partie référence que je souhaiterais que nous puissions parler, puisque, il y a 2 ans, des évolutions assez fortes ont été réalisées à l'échelle mondiale dans ce domaine. Et la reconnaissance mutuelle de ces références, assurant une traçabilité compatible avec les dimensions des marchés d'aujourd'hui, c'est-à-dire une traçabilité mondiale, la définition de ces références ont évolué. En fait, nous y reviendrons, 7 définitions conventionnelles suffisent pour construire un système international d'unité à partir de 7 unités bien choisies, ou plutôt 7 unités définies pour 7 grandeurs bien choisies. Et ces références sont aujourd'hui liées à des constantes de la physique. En effet, reprenons la petite formule qu'il y a du côté droit de notre écran. Une grandeur, c'est une valeur numérique associée à une unité. Imaginons que nous disposions d'une grandeur dont nous sommes persuadés, parce que la modélisation que nous avons faite des phénomènes observables le dit, qu'elle est invariable, qu'elle ne varie pas dans le temps, qu'elle est la même en tous les points de l'espace. Si nous fixons sa valeur numérique, cela revient à définir une unité pour la grandeur correspondante. Exemple, nous sommes dans la physique d'aujourd'hui à peu près persuadés, en tout cas, aucun phénomène ne met en évidence le fait que la célérité, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ne soit pas une constante invariante. Si nous fixons sa valeur numérique, cela nous définira l'unité de vitesse. Aujourd'hui, depuis 2019, le système international d'unité est basé sur ce principe pour la quasi-totalité des 7 définitions conventionnelles qui ont été faites pour les unités utilisées. Et c'est nouveau, c'est récent, et ça a des conséquences qui sont des conséquences importantes pour la mise en application. Alors, c'est là-dessus qu'on va essayer, si vous voulez, de travailler un peu ensemble, à propos de la définition des références consensuelles en usage aujourd'hui, mais aussi des références consensuelles telles qu'elles ont pu naître peu à peu au cours de l'histoire. Pour nos civilisations indo-européennes, et ce sont les seules que j'aborde ici, l'histoire des questions de mesure remonte à peu près à 8000 ans, évidemment dans le croissant fertile, où se développaient les civilisations de l'époque, ou lorsque, par exemple, un propriétaire voulait confier à un pâtre un troupeau, afin de l'emmener quelques semaines dans de verts pâturages, eh bien, il souhaitait caractériser ce troupeau par dénombrement des têtes de bétail.
et il formait des petites boules ou billes d'argile qu'il plaçait dans une sphère d'argile creuse qui était scellée, conservée, et évidemment, autour du troupeau, on espérait qu'il y ait dans le troupeau le nombre de grains qu'il y avait dans la boule d'argile que l'on cassait afin de garantir la quantité de biens échangés. Peut-être un peu plus si certaines brebis étaient pleines ou autre. Bon. Petit à petit, on s'est aperçu que c'était une bonne façon de caractériser les échanges, mais que sans doute on pouvait graver sur des objets plus pérennes, des pierres, graver soit des pictogrammes, soit des signes, pictogrammes représentant les objets de l'échange, signes représentant plus symboliquement les éléments. Nous sommes à la base, comme vous le voyez, de la numération et de l'écriture. Et la naissance est simultanée entre les premiers balbutiements des questions de mesure et l'émergence de la numération et de l'écriture. On en garde une trace aujourd'hui puisque le mot unité que nous avons utilisé pour caractériser des valeurs particulières, des grandeurs auxquelles nous nous comparons dans certains domaines, et ce mot unité est le même que celui du quantum des systèmes de nombres, l'origine est commune. Cela n'empêchait pas, et je vous ai représenté une image d'un objet figurant au British Museum, cela n'empêchait pas des réalisations techniques de tout premier plan avec les références telles qu'on pouvait les construire. Par exemple, il y a 4000 ans, la coudée de Gudée, c'est à peu près la taille d'un coude, cet objet, il fait donc une trentaine ou une quarantaine de centimètres de long d'aujourd'hui, utilisé par les Sumériens, permettait les grandes constructions des temples babyloniens ou de l'environnement de Babylone correspondant à cette époque, sans aucune difficulté particulière. Petit à petit, les choses se sont diversifiées. Les unités sont restées très longtemps anthropomorphiques, soit liées à des caractéristiques de l'être humain, le pouce, le pied, la coudée qu'on vient de voir, l'aune qui était l'écart entre les deux mains écartées, yard qui était le pas, l'empan c'est la main entre un bout et l'autre des doigts extrêmes du pouce et de l'auriculaire, ou alors était lié, par exemple pour les superficies, à une valeur économique. La superficie de champ capable d'être travaillée par un homme en une journée. Évidemment, vous avez bien compris que ça dépend un peu de l'époque, de l'outillage et surtout de la nature de la terre, en montagne, en plaine, de la vie des terres de céréales. Mais c'était des unités à valeur d'usage. D'ailleurs, les unités de masse, quant à elles, étaient souvent confondues avec les unités de monnaie basées sur des masses de métaux précieux. Le talent, la mine, la cycle, l'obol, le drachme sont à la fois des unités de masse, des unités de monnaie. Et c'est le seigneur dans son fief, en tout cas pour la France, qui établissait la France, on peut dire, qui établissait les références. Le roi, lui, avait en fait vendu le droit correspondant et délégué ce droit de faire ses références pour les mesures dans son fief, ce qui lui occasionnait d'ailleurs une capacité de contrôle des marchés et d'accès aux marchés de son fief. Cependant, les choses ont évolué. Les cahiers de doléances à l'approche de la Révolution française demandaient tous l'uniformisation des mesures, l'uniformité des mesures. En effet, une mesure de capacité pour les grains pouvait porter le même nom et correspondre à des quantités physiques différentes, pratiquement d'un canton à l'autre, on dirait d'aujourd'hui. Donc nuisait beaucoup aux difficultés d'échange, sauf lorsque le marché était déjà international, comme par exemple les tonneaux de jauge des bateaux, qui depuis le temps de Colbert étaient uniformisés pratiquement à l'échelle européenne. La Révolution française, première période que nous allons voir où il y a une évolution forte avec la première loi en germinal en 3 sur les poids et mesures. Alors, je cite souvent cette loi pour une bonne raison, c'est que l'an 3, c'est aussi l'année de la création du Conservatoire national des arts et métiers. Nous sommes contemporains avec l'histoire des mesures et vous avez bien compris qu'il importe pour le professeur de métrologie de montrer qu'il ancre son travail dans l'histoire complète de son institution. Deuxième date importante, la Convention du maître. La signature d'un traité international
toujours en vigueur aujourd'hui. C'est sans doute d'ailleurs le plus ancien traité international inchangé en vigueur encore aujourd'hui, avec des organes qui lui permettent de vivre, et de vivre de façon très active, puisque c'est au sein de ce traité qu'on a pratiqué en 2018-2019 la réforme importante dont je souhaite vous parler dans un moment de façon un petit peu plus détaillée, et qui régit donc la traçabilité des mesures à l'échelle mondiale. Quel est le domaine couvert? Quelle est l'ambition du système d'unité? Quelle est l'ambition de la Convention du Maître? Alors, ce n'est pas de couvrir toute l'activité humaine, même si vous l'avez vu, on peut, à partir de ces mesures, aller dans des domaines où des essais peuvent intervenir dans un champ extrêmement vaste. Mais à la base, le système international d'unité cherche à décrire les mouvements et leurs causes. C'est la dynamique. Les mouvements, leurs causes, y compris pour les causes électriques et magnétiques. C'est le domaine de l'électrodynamique, ce grand rectangle que j'ai ici et qui comprend finalement 4 domaines imbriqués: géométrie, mouvement, cause des mouvements dynamiques, et puis y compris phénomènes électriques et magnétiques. Mais le système international s'étend aussi à des domaines où on représente les phénomènes par des moyennes macroscopiques de phénomènes microscopiques. Nous savons qu'à l'échelle microscopique, il y a une agitation thermique des constituants fondamentaux de la matière. Les molécules de l'air autour de nous, qui sont dans l'air, bougent sans arrêt et s'agitent. Cette agitation, nous la traduisons par des questions telles qu'une indication de la température. C'est la thermodynamique où une grandeur macroscopique vient traduire des phénomènes microscopiques en donnant l'effet moyen. En physico-chimie, c'est un peu la même chose. On ne descend pas vers la base et la discussion atome par atome, molécule par molécule, quand on est en train de regarder comment, par exemple, un matériau voit sa taille s'accroître lorsque la température augmente, ou comment, lorsque on mélange deux produits chimiques, une réaction se produit. On s'intéresse au résultat global. C'est le domaine de la physico-chimie et de la chimie, et donc de la biochimie, et donc de la biologie, qui sont inclus dans le système international des unités. Alors ça n'empêche pas ces grandeurs d'être aujourd'hui utilisées pour décrire les phénomènes, évidemment, à l'échelle atomique, voire subatomique, à l'échelle microscopique. Bien entendu, les lois ont évolué, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de la biologie, et permettent cette description plus fine en utilisant les mêmes grandeurs. Et puis, il y a un domaine particulier qui est aussi dans le système international pour des questions historiques, qui est celui de la photométrie. La photométrie, c'est la vision. C'est le domaine de l'étude des rayonnements où l'on s'intéresse au rayonnement au travers de ce qu'envoie un instrument de mesure particulier qui est l'œil humain moyen. Pour être un peu plus précis, d'ailleurs, c'est l'œil humain moyen de jour, car la nuit, nous le savons bien, tous les chats sont gris, donc la façon dont nous voyons les différentes couleurs entre le jour et la nuit est un petit peu, même assez sensiblement différente. Bon, les spécialistes savent bien que les capteurs ne sont pas les mêmes, ceux qui nous permettent de voir la nuit, les bâtonnets, de voir le jour, les cônes, et puis maintenant il y a même d'autres cônes qui permettent de savoir si la lumière bleue nous gêne. Tout un travail qui est fait de physiologie, et le système international essaie de traduire, au travers d'une modélisation de la sensibilité spectrale de l'œil humain moyen, comment on peut exprimer en ces grandeurs de rayonnement au travers de leur perception par l'œil humain moyen. Alors, c'est une bonne chose de vouloir décrire tous ces domaines et toutes les grandeurs qu'on peut imaginer dans ces domaines, les pressions, que sais-je, les forces, les énergies, les différences de potentiel électrique, etc. Encore faut-il que l'ensemble soit fait de façon cohérente et rationalisée. Petit à petit, à partir du système métrique et de la division décimale des mesures promulguée au moment de la Révolution française et qui a eu un avenir à peu près généralisé sur le long terme, je dis à peu près car on compte encore aujourd'hui le temps en sexagésimal et non pas en décimal, ça n'a duré qu'une dizaine d'années, cette affaire en France. Eh bien, la Convention du Maître a petit à petit évolué pour construire le système international d'unité tel qu'il est aujourd'hui et qui couvre le domaine d'aujourd'hui, afin de préciser les unités de façon conventionnelle pour 7 grandeurs bien choisies de l'ensemble de ce domaine. Et quand on choisit bien ces grandeurs,
et qu'on définit leurs unités, on couvre toutes les grandeurs du système de façon unique et on peut le faire de façon cohérente, c'est-à-dire sans rajouter des valeurs numériques multiplicatives particulières. Ça a été long, 1960. Moi, j'étais né, vous voyez, donc j'ai l'impression que c'est il n'y a pas si longtemps que cela. J'étais très jeune, c'est vrai. Mais ça a été long parce que l'accroissement de la connaissance s'est fait petit à petit, notamment dans les domaines liés à l'électromagnétisme. Alors, ces constantes de temps sont parfois longues, puisque vous voyez, la Convention du mètre se met d'accord sur des unités communes en 1875, et encore, elle l'était même un petit peu avant, mais il y a eu quelques événements en Europe qui ont retardé le système à cette époque-là. Et il faut attendre pratiquement l'an 2000 pour qu'il y ait une traduction en termes de reconnaissance officielle mutuelle des raccordements effectués dans les différents pays à ces références reconnues comme communes, qui ne soient plus opposables donc pour les transferts et les échanges internationaux. Il est vrai que les marchés sont devenus peu à peu internationaux et que cette reconnaissance devenait indispensable. Alors, une centaine d'États du monde sont adhérents et de la Convention du mètre et de l'accord de reconnaissance, adhérents ou associés. Ça peut paraître peu sur l'ensemble des États du monde. Il faut se souvenir qu'adhérer à un traité international, c'est participer à sa vie, donc cotiser, et que là, avec 100 États, on est largement au-dessus du nombre d'États solvables de la planète. Donc, en fait, ce système a vocation à être appliqué dans pratiquement la totalité des États du monde, en tout cas la totalité des grands États. J'ai coutume de rappeler que les États-Unis et le Royaume-Uni sont pour l'un membres fondateurs de la Convention du mètre et pour l'autre il y a adhéré pratiquement dans les 4 années qui ont suivi sa signature et son établissement. C'est dire, pour qui a un peu voyagé dans ces pays, que, eh bien, entre les définitions des unités et les unités d'usage, il y a toujours un temps et des éléments qui permettent de conserver dans un domaine particulier ou un champ particulier des unités d'usage. Ces unités d'usage sont parfaitement raccordées au système international. Le pouce aujourd'hui est une fraction parfaitement connue du mètre et donc il n'y a pas d'incohérence qui est apportée par cet usage, même si, bien entendu, il convient de revenir au langage commun lorsque on veut inspirer confiance. J'aurais fait cette conférence il y a 2 ans, je vous aurais dit que la définition de la seconde, l'une des 7 unités choisies parmi les bases nécessaires, c'était lié à une horloge atomique, une horloge à césium, donc une fréquence d'oscillation entre 2 états d'un atome particulier qui est un isotope de l'atome de césium. C'est toujours vrai aujourd'hui. Je vous aurais dit que le kilogramme, c'était la masse du prototype international du kilogramme, choisi en 1889 et conservé dans une cave du pavillon de Breteuil, celle que nous évoquions tout à l'heure. Je vous aurais indiqué que le mètre est la longueur du trajet parcouru par la lumière pendant une certaine durée, que pour l'ampère, eh bien, il faut mettre en œuvre ceci pour avoir l'intensité de courant électrique, ampère. Il faut mettre en œuvre la loi de Laplace en regardant quelle est la force exercée entre 2 fils parcourus par un courant. Mais qu'heureusement, la découverte d'effets quantiques macroscopiques a permis d'utiliser des étalons un peu plus fiables depuis maintenant une trentaine d'années. Je vous aurais indiqué que la référence de température était liée à une propriété de l'eau. Vous savez, la vieille échelle de température Celsius, où on prenait comme référence, d'une part, le point de fusion de la glace sous pression atmosphérique normale et le point d'ébullition de l'eau sous pression atmosphérique normale. Eh bien, on est un peu dans une situation analogue. Il se trouve que il y a un point particulier pour lequel les 3 phases d'un corps pur sont simultanément présentes à l'équilibre thermodynamique, ce qu'on appelle le point triple. Pour l'eau, c'est pas très très loin du 0 degré Celsius. C'était la définition, c'était le phénomène qui était à la base de la définition de l'unité de température thermodynamique, le Kelvin. Je vous aurais rappelé que la mole, unité de quantité de matière, était définie à partir du dénombrement du nombre d'atomes de carbone, isotope 12, contenu dans 12 grammes de carbone, donc relié directement à une pesée et l'unité de masse. Et qu'enfin, pour passer des grandeurs radiométriques ou grandeurs photométriques, eh bien, il fallait utiliser un facteur de correspondance, d'efficacité lumineuse, qui traduisait en un point particulier de la sensibilité spectrale de l'œil humain moyen le lien entre énergie
et énergie visuelle, entre flux énergétique et flux lumineux, à la base de la définition de l'unité d'intensité lumineuse, la candela. Mais ces définitions antérieures, qui avaient une base parfois scientifique, vous l'avez vu, c'est le cas du mètre, c'est le cas de la seconde, encore que c'était lié à un atome particulier. Parfois pas scientifique du tout. Hein. Il existe un objet dont on dit une fois pour toutes que sa masse fait 1 kilogramme. Eh bien, à la fois l'Académie des sciences françaises, par exemple, pour ne citer que des commentaires français, disait que la plupart de ces définitions sont pathologiques parce qu'elles ne prennent pas en compte les avancées de la physique moderne. Et l'Académie des technologies allait plus loin en disant, en plus, certaines sont inappropriées et ne peuvent pas être mises en œuvre dans des domaines qui sont pourtant des domaines d'avenir pour les technologies, comme les micros et les nanosystèmes. Voilà quels sont les éléments qui étaient à la base de la réflexion sur l'évolution des unités et les décisions correspondantes. 2 exemples pour montrer qu'on avait quand même des difficultés, que c'était effectivement un peu pathologique. Premier exemple sur le kilogramme. Voici une courbe qui traduit au cours des années, sur à peu près 120 ans, et avec une échelle de date en abscisse, ici 1889, fonction du prototype international, jusqu'à la dernière comparaison commune qui a un peu moins de 30 ans. Voici une courbe qui traduit l'évolution des différences de masse entre le prototype international et ses copies, c'est-à-dire les étalons qui avaient été produits à la même époque que lui et diffusés dans les différents pays. Alors évidemment, ils n'ont pas exactement la même masse, mais vous savez, c'est toujours pareil. En métrologie, si vous connaissez la différence entre l'étalon et votre étalon secondaire, vous connaissez la valeur matérialisée par votre étalon secondaire. Je peux dire ça différemment. Si vous avez une montre qui indique l'heure, mais qui avance de 5 minutes, mais que vous savez qu'elle avance de 5 minutes, vous avez l'heure juste. Il vous suffit de corriger l'indication des 5 minutes dont vous savez que votre montre avance. Là, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on regarde l'évolution des différences au cours du temps. Comme vous le voyez, cette évolution des différences au cours du temps traduit une dispersion d'à peu près 100 microgrammes, c'est-à-dire 100 millionièmes de grammes par siècle, et une dérive de l'ensemble par rapport au prototype qui, lui, évidemment, reste horizontal puisqu'il n'a pas d'évolution de sa différence avec lui-même. Vous allez me dire 100 microgrammes par siècle, ça ne fait jamais qu'un microgramme par an. Oui, c'est pas beaucoup, mais enfin quand même, c'est quelque chose où on a une dispersion qui s'aggrave et puis surtout, on ne sait pas à quoi se comparer pour savoir si l'ensemble n'est pas dans une situation plus grave de dérive ou de non-dérive. Alors on s'est dit, mais ça, c'est parce qu'ils ont été conservés, ces prototypes, dans des pays différents, dans des conditions différentes. Le Bureau international des poids et mesures a fait le même travail, la même courbe, entre le prototype international et ses copies. Ses copies, c'est-à-dire ceux qui ont été produits en même temps que lui et en plus conservés dans le même coffre que lui, dans quasiment les mêmes conditions pendant toute leur vie sur les 120 ans. Et c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même dérive. Donc on est bien sur un problème de fond sur cette évolution non maîtrisée et cette pérennité non garantie des étalons de masse. Alors qui dit masse, dit pression, dit énergie, etc., etc., etc. Deuxième exemple, alors là on disait on est sur la physique qui marche bien, la physico-chimie qui marche bien. Parlons du point triple de l'eau pure. Le point triple de l'eau pure, c'est véritablement un élément qui est défini par les lois, une température donnée, une pression donnée pour une quantité de matière donnée. La vraie question, c'est qu'est-ce que c'est l'eau pure? L'eau pure, c'est de l'eau, vous enlevez les impuretés, certes. H2O, certes. Mais eau, c'est quoi? C'est l'isotope 16, l'isotope 17, l'isotope 18. Il se trouve que l'eau pure, l'eau naturelle, d'autres on peut appeler eau pure, c'est un mélange de tout cela. Et on est arrivé à dire, attention, l'eau pure, c'est un mélange où les proportions isotopiques doivent être précisées parce que si vous les changez, c'est pas la même chose et vous n'êtes pas avec exactement le même point triple. Alors on matérialise ça, on le fait dans différents pays, dans un récipient, et évidemment il faut pouvoir en plus introduire un thermomètre dedans pour l'étalonner, ce qui est compliqué parce qu'on a le point triple qu'en un point et le thermomètre est un tout petit peu étendu. Voici ce qu'on appelle une comparaison internationale de référence, et il y en a beaucoup puisqu'elles sont même publiques sur une base de données du BIPM pour voir quelle est l'équivalence entre les différents pays. Chaque point, c'est un pays différent. Le bureau international, la France, ici, etc. Et il y a les Australiens, il y a les Néo-Zélandais, les Américains, etc.
Et ce qu'on regarde, c'est la différence de température observée entre des points triples de l'eau, donc des références réalisées, fabriquées, construites dans ces différents pays. On fait ce qu'on appelle une comparaison internationale, interlaboratoire. Alors évidemment, il y a des barres qui correspondent à l'incertitude observée sur la différence, avec celle du BIPM, qui est celle de la référence, qui est pratiquement ici sur 0, et ça nous donne une valeur ici de référence calculée à partir des moyennes, des incertitudes, c'est très compliqué, savoir quelle est la valeur de consensus dans une comparaison, qui nous dit qu'on est en gros à quelques 30 microkelvin sur à peu près 300 Kelvin. Donc vous voyez, on est quand même à une incertitude du dixième de millionième, 10-7 près. Il n'empêche que, même si c'est bien pour les applications, ça reste une recette. Ça reste une recette, et en plus une recette qui n'est disponible, comme la masse d'ailleurs, qu'en un point de l'étendue. Vous voulez mesurer une trop haute température, il faut vous comparer à 273,16 Kelvin, ou une très basse d'ailleurs. Vous voulez mesurer une très faible masse, la masse d'un atome, il faut vous comparer au prototype international du kilogramme. C'est à la fois pas simple et pas très aisé. Donc, décision prise en 2005, il est temps de changer la définition du kilogramme, et dès l'année suivante, il est temps de changer les autres définitions jugées pathologiques. Bon, on est 2005-2006, vous voyez, ça a pris une quinzaine d'années, on est sur les bonnes constantes de temps de la métrologie pour garantir qu'il n'y a pas de doute sur la capacité et la qualité des changements réalisés. Et évidemment, ce qui est choisi, c'est de changer ces définitions en allant dans le sens de la fixation de la valeur numérique d'une constante physique fondamentale, invariante dans nos modèles, ce qui fixe l'unité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On l'a fait pour le mètre. Le mètre a connu 4 définitions différentes au cours des 2 derniers siècles. En l'an 3 de la République, vous le savez, le mètre est la 10 millionième partie du quart nord du méridien terrestre. C'est le mètre méridien lié à un élément qu'on jugeait universel et qui s'est avéré pas si universel que ça, parce que le pôle Nord, c'est pas si simple de définir, le pôle Nord. Et en plus, c'est pas forcément un point fixe de l'écorce terrestre, donc c'est pas si simple. S'ouvrait quelques définitions. Cela dit, on arrivait à déterminer la longueur du méridien, ou plutôt à étalonner un objet sur le méridien, c'est la fameuse expérience de Delambre et Méchain, à peu près au 10 millième près. En 1889, suite des révolutions industrielles, on passe à un prototype, comme pour le kilogramme, en alliage de platine et d'iridium, là aussi conservé dans la même cave du Bureau international, étalon parfaitement opérationnel qu'on peut reproduire à 10-7 près, au dixième de millionième. Et puis, malgré l'évolution de la physique moderne, la découverte des raies spectrales des atomes et des molécules, le développement de la physique atomique, l'émergence de la mécanique quantique, tout ça en 1925, c'est réglé. Il faut attendre 1960 pour qu'on change la définition du mètre, pour enfin passer à une définition liée à un constituant fondamental de la matière, un atome particulier, et la longueur d'onde, une propriété du rayonnement émis par un atome particulier sur une transition particulière. Il s'agit de l'isotope 86 du krypton. Alors pourquoi l'isotope 86? Pourquoi telle transition? C'est pour des questions de robustesse, etc., particulier. Et on arrive à cette définition. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce que même si on avait défini localement un Langström comme unité secondaire au début du siècle, entre les travaux des scientifiques dans leur laboratoire et les besoins opérationnels de la société du début du XXe siècle, qui était en gros de construire des ponts, des bâtiments, et puis de tirer à juste titre et avec une précision accrue des obus à quelques kilomètres, on avait plus besoin de mesures dans le domaine du mètre que dans le domaine de la centaine de nanomètres, comme l'est la longueur d'onde du krypton. Alors, à partir de 1960, on s'intéresse à un atome pour fixer le mètre. J'ai dit tout à l'heure qu'on disposait, depuis 1968, des horloges à césium pour la seconde, ce qui veut dire qu'on est capable de mesurer une vitesse à partir de références atomiques. Et en particulier, on peut mesurer comme vitesse la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, c'est ce qu'on fait dans les années 70, et on s'aperçoit que quand on mesure la vitesse de propagation de la lumière dans le vide dans les années 70, eh bien le point faible, le maillon faible de l'expérience, mesurer c'est comparer une référence, on est d'accord, c'est pas les comparaisons, c'est les références. Et l'une des références, celle au krypton, qui donne
la quasi-totalité, en tout cas qui contribue 10 fois plus que tout autre terme à l'incertitude sur la détermination de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. On est persuadé que cette vitesse est invariante. On va donc fixer sa valeur numérique, ce qui définit l'unité de vitesse, mais qu'on traduit par l'unité de mètre en exprimant le mètre par seconde. Le mètre devient la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide pendant une durée de 1 sur, et vous avez au dénominateur le 2,99792,458 mètres par seconde qui traduit la valeur numérique de C, la vitesse de propagation de la lumière, désormais fixée depuis presque 40 ans bientôt. Alors, ça veut dire qu'en gros, on mesure plus C aujourd'hui, puisque sa valeur est fixée en SI. En tout cas, on ne mesure plus en unité du système international. Ça veut dire qu'en gros, on a inclus la théorie électromagnétique dans la définition des unités, y compris d'ailleurs dans ses aspects relativistes, parce que vous voyez, on dit que le mètre est la longueur du trajet, personne ne vous dit que c'est en ligne droite. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on dit juste C égale, c'est encore plus simple. Pourquoi? Parce que la théorie est même pas fausse. Elle n'est pas démentie par l'expérience au présent niveau d'exactitude qu'on peut atteindre. Alors, adieu le prototype du mètre, qui est en photo ici et qui est donc gardé de façon historique ici, et bonjour aux capacités de mesure nouvelles liées à la propagation de la lumière et aux mesures de temps de propagation, que ce soit pour mesurer la distance Terre-Lune, ça encore c'est important, mais c'était peut-être pas l'essentiel pour changer des définitions, mais aussi pour utiliser les systèmes de positionnement par satellite. Oui, sans le changement de définition du mètre en 83, le GPS aujourd'hui n'est plus ce qu'il serait. Ce ne serait pas du tout la même chose. Ce ne serait pas du tout la même performance, on ne serait pas du tout dans ces conditions, puisque le GPS est basé sur les déterminations des temps de parcours entre des satellites placés en orbite en des positions qui sont repérées à l'avance et des signaux détectés, puisque vous ne disposez que d'un détecteur, un GPS, d'un récepteur par votre récepteur, et remis en synchronisation avec les horloges atomiques embarquées dans les satellites, parce que vous ne disposez pas non plus d'horloge atomique dans votre récepteur, en utilisant de la redondance, c'est-à-dire un nombre de satellites détectés plus élevé que le nombre de paramètres que vous voulez distinguer. C'est quand même important, parce que la vitesse de propagation de la lumière, où on est sur des nanosecondes, ça fait 3 mètres, donc on est véritablement à beaucoup mieux que cela. En tout cas, sans ce changement de définition, ce nouveau principe de mesure n'aurait pas émergé aussi bien. Alors ça veut dire que les changements de définition auxquels on a procédé récemment peuvent aussi faire émerger assez rapidement, déjà pour certains d'entre eux et assez rapidement pour d'autres, de nouveaux principes, de nouveaux systèmes de mesure que nous ne soupçonnons pas forcément aujourd'hui. Quels sont donc les changements opérés en 2019? Premier élément, changement de ce qui est traduit dans la brochure du système international, que vous pouvez d'ailleurs télécharger tout à fait librement sur le site du Bureau international que je vous donnerai à la fin de cet exposé. Le kilogramme, on abandonne le prototype. On remplace le prototype par la fixation de la valeur numérique d'une constante physique fondamentale, la constante de Planck. Le H de Planck, de la fameuse formule E égale H nu. En fait, la constante à la base de la quantification en mécanique quantique. On abandonne la définition de l'ampère. Alors ça, il y a eu beaucoup de débats sur cette question-là, mais finalement, ça a été fait. Pourtant, la définition de l'ampère était basée sur une constante fondamentale liée aux caractéristiques du vide, et on a remplacé cette constante par la fixation de la charge élémentaire, du petit e, la charge élémentaire, l'inverse de la charge de l'électron. On abandonne le point triple de l'eau, et on fixe à sa place la valeur numérique de la constante de Boltzmann. Boltzmann, physicien du 19e siècle, thermicien. La constante de Boltzmann, c'est celle qui régit l'agitation thermique des constituants fondamentaux de la matière. C'est le petit k de E égale 1,5, 3,5 de kT. Vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est ce qui permet de dire à telle température, on a tel lien et telle agitation thermique dans la matière. On abandonne en tout cas la définition de la mole telle qu'elle était, et on fixe la valeur de la constante d'Avogadro, c'est-à-dire du nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes d'isotope 12 du carbone, et pas seulement dans cela, mais on fixe à une valeur connue la valeur de la constante d'Avogadro, le nombre d'entités élémentaires dans une mole de quantité de matière.
On reformalise différemment les définitions de la seconde, du mètre et de la candela, sous une forme qui est assez désagréable, qui est celle de fixer des constantes associées à ces définitions, mais sans changer l'esprit de ces définitions, puisqu'on a toujours une transition dans l'atome de césium, dont la fréquence devient une constante fixée, la célérité de la lumière dans le vide et l'efficacité lumineuse, qui là aussi est inchangée. Ce qui veut dire que la définition du système international est un peu austère aujourd'hui, puisque c'est le système dans lequel on a fixé des valeurs pour ces différentes constantes, que je ne vais évidemment pas vous commenter l'une après l'autre. Mais ça veut dire que l'électrodynamique, c'est C, la thermodynamique statistique, c'est K, la physique quantique, c'est H, et puis également les questions de dénombrement liées à la constante d'Avogadro, tout cela, ce sont des théories qui sont intégrées dans la définition des unités, parce qu'elles ne sont même pas fausses. En tout cas, on n'a jamais mis en évidence aujourd'hui des défaillances de ces théories telles qu'on peut les avoir. Ça viendra peut-être un jour. Il sera temps de changer les définitions si nous apercevons que ces constantes ne le sont plus. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis 1 ? Pourquoi on a mis 6, 626, 0,70, 15, 10-34 joules seconde pour la constante de Planck ? Ce serait quand même plus commode. En métrologie, on ne vous fait pas le coup de l'euro. On ne vous dit pas la nouvelle unité, ou plutôt l'unité qui porte le même nom mais qui a une nouvelle définition, elle est différente de la précédente. Non, non. On fait en sorte qu'avec la nouvelle définition, il y ait continuité historique entre l'unité que vous pouvez matérialiser et dont vous disposez et la précédente. Ce qui veut dire que la nouvelle définition est fixe l'unité à l'intérieur de l'intervalle d'incertitude de réalisation de celle d'avant. Ce qui veut dire que le nombre de chiffres significatifs que vous avez là sur chacune des constantes, ce n'est pas la qualité avec laquelle on sait les réaliser aujourd'hui, les unités correspondantes. C'est une trace de la qualité avec laquelle on savait les réaliser avec la définition précédente. En gros, vous partiez de là et vous faisiez votre unité dans l'ancienne définition jusqu'à ce petit intervalle. Il y a une incertitude sur la capacité que vous aviez à la réaliser. Avec la nouvelle définition, si vous partez du même endroit, vous tombez dedans. Et si on avait mis un chiffre de plus, ce serait dehors, un chiffre de moins, ce serait dehors. Ce qui veut dire qu'on a vraiment assuré la continuité historique. Ce qui veut dire aussi qu'avant de changer les définitions, il faut mesurer les constantes dans l'ancien système. Alors c'est ce qui a été fait. Pour la constante de Planck, par exemple, grâce à des balances extrêmement élaborées, il y a eu 3 mesures au monde qui ont vraiment donné des résultats, et là on est assez fiers parce que, vous voyez, même si effectivement elle n'est peut-être pas aussi bonne que les 2 autres, la balance française, LNE17, c'est l'un des résultats français qui a contribué à la définition de la valeur choisie, un petit peu. Okay, bon, je suis très content, parce que c'est dans mon labo, bien sûr, sinon je ne vous en parlerai pas autant. Deuxième, c'est la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, alors là, c'est encore mieux, vous voyez, parce que si vous prenez la valeur française, c'est celle qui a l'incertitude la plus faible. C'est celle qui, au contraire, a contribué le mieux à la définition. C'est d'ailleurs assez marrant la façon dont ça a été fait, mais je vais peut-être y revenir dans un instant. Ça a été mesuré par des méthodes acoustiques un petit peu astucieuses, qui aujourd'hui, évidemment, permettent au contraire de déterminer une température à partir de la valeur de la constante de Boltzmann. Alors, à quoi ça sert de dématérialiser les définitions ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Vous voyez que maintenant, vous pouvez matérialiser en particulier, en n'importe quel point de l'étendue, une unité et une mesure. Alors ça simplifie beaucoup les choses. Imaginez que vous voulez mesurer une faible masse. Avant, pour avoir un étalon matériel, en gros, une masse de référence qu'on peut mettre sur une balance, de 100 microgrammes, qui étaient les plus petits qu'on savait à peu près faire. Bien, pour le comparer au kilogramme prototype, il fallait faire 200 comparaisons, si on ne voulait pas perdre de temps. Alors évidemment, on ne les faisait pas tous les jours et tout le temps, mais vous imaginez le travail accumulé pour faire cette traçabilité, et évidemment la perte que l'on a à chaque comparaison en matière de performance. Maintenant, dès que vous arrivez à utiliser le fait que la valeur de H est connue, vous pouvez imaginer un principe de mesure qui vous relie à des constantes physiques fondamentales, quelle que soit l'étendue à laquelle vous souhaitez matérialiser les choses. Même chose pour les températures. Avant, pour les très hautes températures, les très basses, il fallait se ramener à 300 Kelvin. Maintenant, c'est plus nécessaire. Deuxième point, vous pouvez utiliser des lois physiques pour imaginer de nouveaux principes de mesure. Et en particulier, vous pouvez essayer de vous relier par des constantes qui sont fixées à la mesure de grandeur qui sont beaucoup plus, je ne vais pas dire faciles, mais
susceptibles d'être mesurées de façon beaucoup plus exacte, avec une incertitude beaucoup plus faible que si vous appliquez une mesure directement. En particulier, vous liez à des mesures de fréquence. Aujourd'hui, on sait mesurer des fréquences avec une exactitude inégalée, hein, on est au 100 millième de milliardième sans trop de difficultés, ou allez, on va dire 10 millièmes de milliardième dans l'usage des horloges qui sont des horloges qui peuvent être commerciales. Millième de milliardième, 10 moins 2. Enfin, à partir du moment où vous avez fixé des valeurs qui sont des valeurs de constante physique fondamentale intervenant dans l'électrodynamique quantique et la thermodynamique statistique, vous pouvez faire des mesures directement sur les systèmes quantiques, donc sur les nanosystèmes. Alors, en gros, il faut essayer de jouer avec les définitions telles qu'on peut les trouver, des lois qui font intervenir ces constantes, hein, qui ont fait apparaître ces constantes, en fait, pour trouver les principes de mesure les mieux adaptés à ce que l'on cherche. Et je vais en donner quelques exemples. Il reste quand même une difficulté. Avant 2019, la définition du kilogramme, c'était le kilogramme est l'unité de masse, il est égal à la masse du prototype international du kilogramme. Bah, à l'école primaire, on pouvait enseigner ça sans trop de difficultés. Aujourd'hui, le kilogramme, c'est la valeur numérique fixée de la constante de Planck qui est prise lorsqu'elle est exprimée en joules secondes. Enfin, vous avez compris que on a quand même une pédagogie à inventer pour réussir à je dirais, diffuser de façon large l'intérêt, le sens, l'utilité de ces nouvelles définitions, évidemment plus exactes, plus pérennes, moins accessibles peut-être, des unités du système international. Très rapidement, quelques exemples, et je vais en choisir un dans chacun des domaines. Pour les mesures électriques, alors là, c'est formidable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi E à un moment donné pour la définition de l'ampère, puisque H était fixé, parce que les modèles que l'on a des effets quantiques macroscopiques qui matérialisent des tensions et des résistances électriques, ce sont des modèles qui font intervenir les constantes H et E. Donc si H et E sont fixés, mesurer une tension, ça revient directement à mesurer une fréquence avec les dispositifs dits à effet Josephson, connus depuis une cinquantaine d'années, opérationnels depuis une cinquantaine d'années. Et mesurer une résistance, c'est pratiquement mesurer un nombre. Ça, depuis 40 ans, on connaît ces effets et on sait le faire. Ce qui fait qu'on arrive même à faire des références de courant, alors qui, soit par des écluses directes de l'électronique à un électron, on se ramène à un comptage, mais pour les très très faibles courants, soit en appliquant tout bêtement la loi dite loi d'Ohm avec une référence de tension et puis une référence de résistance pour matérialiser un courant, eh bien, on arrive à faire des références qui, instantanément, pratiquement, bon, il y a eu un peu de travail pour faire la source programmable quantique et autres, ont gagné un facteur 100 par rapport aux performances d'avant. Alors, si vous gagnez un facteur 100 sur les performances ultimes, évidemment, en cascade, vous finissez par gagner sur les mesures qui peuvent être les mesures du quotidien et permettre donc le progrès technologique, la découverte de nouveaux phénomènes, l'utilisation de nouveaux systèmes, etc., etc. Maintenant, comment on mesure des masses? Deux exemples très rapidement. Premier exemple, on peut, à l'inverse, utiliser les expériences qu'on utilisait pour déterminer H. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la balance de Kibble. Ça revient à peser une force électrique et à éliminer par un dispositif astucieux qui fait intervenir aussi la loi de l'induction, ce qu'on ne sait pas bien caractériser et mesurer, c'est-à-dire les dimensions et les champs magnétiques, L et P. Ça ramène une mesure de masse à une mesure de fréquence et une mesure de vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable, qui marche pas mal. Et bon, même s'il y a peu de balance opérationnelle aujourd'hui dans le monde, il y en a beaucoup qui sont en cours de construction et sur des étendues variées, là encore, certaines adaptées aux petites masses, d'autres à d'autres domaines, etc. En gros, il y a tous les kilogrammes électriques qui pourront être imaginés, ou toutes les masses électriques, même les milligrammes électriques qui vont être développés. Deuxième élément, les toutes petites masses, la masse d'un atome, par exemple. Vous savez qu'un atome, quand il absorbe de l'énergie, c'est souvent sous forme de quantum lumineux, ce qu'on appelle un photon. C'est un peu comme quand vous réceptionnez un ballon de rugby qu'on vous envoie, vous réceptionnez le ballon de rugby, vous reculez un petit peu parce que vous devez encaisser ce qu'on appelle la quantité de mouvement du ballon. Le photon, c'est pareil, quand l'atome l'absorbe, il encaisse une certaine quantité de mouvement. Cette quantité de mouvement, c'est h nu sur c, quand nu est la fréquence du photon, qui représente un peu sa couleur. Cette quantité de mouvement, ça vous fait ralentir ou reculer. Le photon, l'atome, c'est pareil, ça le fait ralentir ou reculer, donc ça fait varier sa vitesse. Mesurer sa vitesse, c'est quelque chose qui est formidable, si vous voulez, puisque mesurer sa vitesse,
c'est comment déterminer cette vitesse? Ben, c'est en général en déterminant ses propriétés spectroscopiques, c'est-à-dire sa capacité à absorber, émettre, diffuser d'autres photons et d'autres atomes par la fréquence de De Broglie-Compton ou encore par ce qu'on appelle l'interférométrie atomique, ses propriétés quantiques. Comme H et C sont connus, que la variation de vitesse dépend de H sur M, ben vous voyez que j'ai un accès à la masse de l'atome. En fait, la masse d'un atome, c'est la masse qui aujourd'hui est mesurée de façon absolue avec la plus haute exactitude. C'est quelque chose qui a été fait au laboratoire Kastler-Brossel au cours des 2 dernières années, évidemment depuis le changement de définition. Alors, il y a d'autres façons, d'autres méthodes qui permettent de passer de l'un à l'autre, mais c'est pour vous donner des pistes qui lient directement au microscopique, à l'atomique, au macroscopique ou à l'intermédiaire et permettent de garantir le passage de l'un à l'autre. Les températures. Le domaine où, là encore, instantanément, l'amélioration de l'exactitude est flagrant, c'est le domaine des hautes températures, la pyrométrie. Alors, la pyrométrie, il y a tout un tas d'applications derrière. C'est ce qui permet de repérer la température d'un corps à partir du rayonnement qu'il émet. La pyrométrie, c'est le feu qui rayonne et qui permet d'accéder à la température. Application, certes, la mesure de la température des étoiles, mais aussi peut-être celle des moteurs, les visées, les visions nocturnes, tout ce qui permet la mesure de température sans contact. En fait, les constantes des lois de Planck, des lois correspondantes, sont désormais connues. Je passe sur la thermométrie à bruit. La thermométrie acoustique, ça, c'est ce qui avait permis de mesurer la constante de Boltzmann. En fait, on conçoit assez bien que constante de Boltzmann, agitation thermique, l'agitation thermique, c'est la propagation du son. Le son, c'est dans un gaz, ça se transmet de proche en proche parce que les molécules sont agitées et se parlent l'une à l'autre. Donc, que la vitesse du son soit liée à la température et à la constante de Boltzmann dans un gaz, qui régit un peu ces phénomènes d'agitation thermique, ça se conçoit assez bien. Alors, si on mesure la vitesse du son et qu'on connaît K, ça donne la température. Inversement, quand on connaissait la température, ça permettait de mesurer K. Alors, pour mesurer la vitesse du son dans un gaz, évidemment, mesurer une vitesse, c'est un peu compliqué. On va mesurer sa fréquence de résonance dans un résonateur, un instrument de musique, en gros. Parce que les fréquences, je vous ai dit, on mesure ça très, très bien. Mais pour passer de la fréquence de résonance à la vitesse, il faut connaître la géométrie. Et la géométrie, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas très précis. Donc, on va prendre le même résonateur, on va enlever le gaz et on va le transformer en cavité résonante, mais pour les ondes électromagnétiques. Vous allez me dire, je ne vois pas la différence. Si, c'est que cette fois-ci, je vais mesurer la fréquence de résonance des ondes électromagnétiques dans la même cavité, mais là, je connais la vitesse. Je connais la vitesse parce que c'est C. Et donc, comme je connais la fréquence que j'ai mesurée et C, j'en déduis la géométrie, et comme j'ai la fréquence des ondes acoustiques, j'en déduis la vitesse des ondes acoustiques. Je mesure en gros la vitesse des ondes acoustiques en unité de vitesse de la lumière. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que les ondes électromagnétiques, elles rentrent dans les parois, les ondes acoustiques, elles mettent plutôt des atomes sur les parois pour rétrécir, et puis il faut rentrer le gaz, c'est un peu plus compliqué. Mais après 10 ans de travail, ça marche. Et maintenant, ça marche, et donc on arrive à faire ça. Inversement, comme ça dépend quand même un peu de la pression, c'est pas un mauvais capteur de pression pour peu qu'on sache calculer les indices liés à l'onde électromagnétique, donc les indices optiques correspondants, ce qu'on sait faire. Enfin, il y a une dernière piste qui est actuellement employée, mais au stade de la faisabilité, qui est moins opérationnelle là-dessus encore. C'est, je vous ai dit, dans un gaz, les atomes, les molécules, tout ça, ça bouge, c'est l'agitation thermique aussi. Dans un solide aussi, si vous voulez. Un corps solide, l'agitation thermique, ça devrait faire des petites fluctuations mécaniques. Donc, en gros, de la taille, des positions, de ceci, etc. Évidemment, si on met des ordres de grandeur, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. On est en train de se dire que peut-être, avec des faisceaux laser astucieux, on devrait pouvoir être sensible aux variations de position qui permettent de modifier des cavités, de modifier les conditions de fluctuation du faisceau et qui pourraient être détectées. Donc, des corrélations quantiques sur ces aspects-là, c'est vraiment de la thermométrie avec des capteurs quantiques. Là, on est au stade de la recherche très, très amont. Allez, une autre perspective en mécanique, un petit peu de temps de fréquence et je m'arrête. Alors, tout ça c'est quand même utile, si vous voulez, parce que sur les questions, par exemple, des faibles masses, on a des besoins. Prenez un implant oculaire. Un implant oculaire aujourd'hui, il faut connaître, sa masse est beaucoup plus élevée que ce qu'on regarde sur un atome, bien sûr, mais il faut la connaître avec une incertitude qui est relativement faible et difficile à obtenir par les méthodes classiques, puisqu'on n'a pas d'étalon dans ces domaines-là et qui vont se matérialiser directement.
Il y a un autre effort qui est fait sur les faibles forces. Pourquoi sur les faibles forces? Parce que on s'intéresse aux références, si vous voulez, pour accompagner, par exemple, toutes les études sur le niveau des forces intracellulaires et maîtriser les éléments qui permettent de la construction cellulaire. Je ne vais pas vous apprendre, c'est l'actualité, hein, que les manipulations cellulaires et les manipulations des différents éléments, c'est un petit peu important sur les molécules compliquées d'ADN ou d'ARN à l'intérieur des cellules, c'est un point important. Donc les forces intracellulaires sont objet d'intérêt. On sait aujourd'hui faire des références, peut-être demain grâce à des électromètres, aujourd'hui peut-être grâce à l'observation de la pression de radiation émise par un faisceau, on sait faire des références de force à l'échelle de quelques centaines de femtonewtons. Alors vous allez me dire, en femtonewtons, je ne vois pas bien ce que c'est. Non, moi non plus, hein, spontanément, je ne sais pas. En revanche, je vais essayer de l'illustrer, si vous voulez. Prenez un homme, une femme, ou deux hommes d'ailleurs, ou deux femmes, le problème n'est pas là, d'à peu près 70 kg, à peu près, hein, c'est pas grave non plus, ce sont deux masses, comme la Terre et la Lune. Alors vous savez que la Terre et la Lune s'attirent, hein, ce sont deux masses qui s'attirent, le Soleil et la Terre aussi. Ces deux masses, cet homme, cette femme, ces deux hommes, ces deux femmes, s'attirent donc par une force gravitationnelle. Eh bien, si vous les mettez à 1 km l'un de l'autre, ils sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre avec une force dont l'ordre de grandeur est 500 femtonewtons. Voilà. Donc ça vous donne une idée, si vous voulez, et donc c'est une petite force hein, quand même, parce qu'on n'a quand même jamais ressenti. Or, c'est des points qui sont utiles. Les petites masses, les petites forces, mon collègue François Ficmal a fait une étude assez détaillée là-dessus pour voir quels sont les besoins applicatifs émergents, et on est sur des domaines qui vont des filtres de détection des polluants jusqu'aux micro-actionneurs. Enfin, je pense que vous avez d'autres conférences dans ce cycle, d'ailleurs, qui vont aborder des questions. Alors, quel est l'avenir? L'avenir, c'est que fait-on de l'unité pratiquement définie de la façon la plus ancienne, qui est l'unité de temps? Parce qu'il faut être honnête, hein, sur ce graphe, on nous montre depuis 1950 l'amélioration de l'exactitude hein, en valeur relative et en valeur logarithmique des références de temps, des références de durée, c'est le durée qui est la grandeur mesurable. Ici, c'est la situation 10 puissance moins 12, hein, 1 millième, 2 milliardième, quand on a défini la seconde. On était sur l'horloge à césium. Pas mal de temps maintenant, 68 ans, c'est un peu plus tard. Et puis, ça, c'est l'amélioration des horloges du domaine micro-ondes. Et puis, de l'autre côté, ici, en rouge, vous avez l'apparition des domaines qui sont les domaines des horloges du domaine optique. C'est-à-dire où les rayonnements ne sont pas des micro-ondes en cause, mais des horloges dans le domaine optique, à fréquence beaucoup plus élevée, avec ce qu'on appelle un facteur de mérite bien meilleur. Vous voyez que depuis quelque temps, les horloges optiques ont supplanté les horloges micro-ondes et leur exactitude, leur capacité à être exactes, si on les prenait pour définition, est bien plus élevée, puisqu'on arrive maintenant à des exactitudes qui sont pratiquement des stabilités, en tout cas à 10-18 près, donc avec un facteur beaucoup plus important. 10-18, on est sur le milliardième de milliardième. Et comme on a construit des réseaux de fibres optiques à l'échelle d'un continent qui permettent aussi de faire ces éléments, on est véritablement, de faire ces comparaisons à cette même échelle, on est sur une capacité de changer la définition de la seconde à relativement court terme. Alors court terme, c'est le court terme de la métrologie, hein, donc on est sur peut-être des décennies, mais on n'est pas sur des cinquantaines d'années, on est sur beaucoup plus court que cela. En fait, si on devait prendre une transition optique à la place du césium, ce serait un peu vain, d'autant qu'on ne sait pas quelle transition optique serait la meilleure. On pourrait en choisir plusieurs simultanément. On pourrait aussi se décider à fixer une nouvelle constante physique fondamentale, mais bon, on ne sait pas trop laquelle non plus. Alors, il y a quelques candidats ici, mais c'est un petit peu compliqué parce que ça va rompre l'équilibre tel qu'on est. Enfin, tout ça est en train d'être examiné, de travailler, et c'est sans doute le prochain changement qui sera pris en compte. Je dois dire qu'on est dans une situation où, de toute façon, les horloges du futur seront des horloges spatiales, parce que la relativité nous enseigne que le fonctionnement d'une horloge, même atomique, d'un atome, dépend de la gravitation. C'est couplé
l'attraction gravitationnelle que peut subir cet atome, et donc en particulier l'attraction terrestre. Alors vous allez me dire, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit, mais ça revient à modifier de 10 puissance moins 18 la fréquence de résonance d'un atome, qui est la base de cette horloge, à chaque centimètre, quand on l'élève d'1 centimètre en altitude sur Terre. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation où déjà on sait mesurer ça très très bien, il faut absolument quitter l'influence ou diminuer l'influence de la Terre de façon importante. Alors, inversement, ces horloges, on pourrait imaginer qu'elles servent à, au contraire, étudier le champ de pesanteur terrestre et à faire cette cartographie du champ de pesanteur terrestre qui, comme vous le voyez, ne correspond pas forcément à des cartographies des continents, et donc faire de la géodésie. Chaque élément de recherche d'une référence donne lieu à la capacité d'avoir un capteur ensuite. Voilà. Tout ça évolue lentement. Cela dit, nous sommes dans la continuité de ce que disait il y a une trentaine d'années Hubert Curien en ouvrant une conférence générale des poids et mesures, qui est l'organe opérationnel de la Convention du mètre. Vous autres métrologues ne lâchez un point d'appui que lorsque le suivant est parfaitement établi et que le passage peut s'effectuer sans hiatus. Bon, à part les questions de pédagogie, qui restent quand même à parfaire et à inventer, j'espère vous avoir convaincu qu'on a ouvert énormément de champs, de capacités de mesure nouvelles et de principes de mesure nouvelles dans des étendues nouvelles en changeant ces définitions, et que c'est bien l'outil d'un progrès raisonné, choisi et partagé. Merci pour votre patience. Le dernier transparent, je le laisse un tout petit peu parce que ce sont des références que vous pouvez revoir sur l'enregistrement, en particulier celle du BIPM, qui est véritablement le site hub de toutes les informations qu'on peut trouver sur ce domaine. Eh bien, merci beaucoup à vous, Marc Imbert, pour cette présentation très riche. On a donc quelques questions en ligne à vous poser. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est à la Révolution française qu'on remet en cause cette mesure, cette notion de mesure? Alors, je ne sais pas si je peux, mais je peux essayer. Alors, si vous voulez, à la Révolution française, on remet quand même en cause l'autorité du seigneur dans son fief, qui avait la capacité de définir et de maîtriser ses propres étalons de mesure. On était pour l'uniformité des mesures, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas tel pays, tel parti qui définissent les choses. Les cahiers de doléances, alors peut-être avec une certaine... peut-être c'est pas une indépendance entre tous les cahiers, on n'est pas dans cette situation-là, tous pratiquement évoquaient cette nécessaire uniformisation. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que c'est pas ce qu'a répondu la Convention. La Convention, elle a essayé de répondre non pas sur l'uniformité, mais sur l'universalité. Il faut dire que c'est l'une des rares périodes où on retrouve dans les allées du pouvoir des scientifiques, comme Lavoisier en particulier, le président du comité des poids et mesures avant d'être guillotiné. Et l'universalité, c'est de dire, je vais créer un système qui s'appliquera, comme le dit d'ailleurs en exergue la loi sur les poids et mesures, enfin le décret-loi de Germinal en 3, à tous les temps, à tous les peuples. Et je prends comme référence unique de tout le système le méridien terrestre, la Terre, dont on avait vérifié avec des mesures au cours du XVIIIe siècle, par Cassini, par la Condamine, par Maupertuis, en allant au Pérou, en allant en Laponie, que c'était un finalement très très bon ellipsoïde de révolution. Et alors, pourquoi cette grandeur suffit pour tout mesurer? Alors, à l'époque, on reliait tout au mètre. C'est-à-dire, à l'époque, on était sur des définitions qui n'étaient pas aussi indépendantes entre les grandeurs. On disait, par exemple, que l'unité de masse, c'était quelque chose qui était relié à la masse d'un certain volume d'eau. C'était le décimètre cube d'eau. Et après, ça a été le décimètre cube d'eau au maximum de densité de l'eau, c'est-à-dire à 4,18 degrés Celsius. Et on n'avait pas de problème avec l'électricité et le magnétisme, puisque de toute façon, les phénomènes électriques et magnétiques n'étaient pas encore découverts de façon à être intégrés dans un système d'unité. La loi de Germinal en 3 fixait aussi le nom de l'unité de monnaie, c'était le franc, on était sur ces aspects, donc on était véritablement sur un système différent.
Alors petit à petit, il y a eu des références au cours du 19e siècle, de plus en plus coordonnées pour les grandeurs électriques, hein, en particulier. Il y a eu Gauss avec son expérience sur magnétique terrestre, qui a aussi contribué à unifier les façons dont on déterminait ces propriétés. Tout cela a créé le besoin lié à la convention du mètre. Mais le magnétisme rentre plus tard dans la convention du mètre. La convention du mètre, au moment de sa création, c'est vraiment les longueurs et les masses, c'est la mécanique. Et aujourd'hui, du coup, mesurer tout à partir de ces 7 grandeurs, pourquoi pas plus? Alors, si vous en introduisez une autre comme en définition autonome, si vous voulez, consensuelle, vous risquez l'incohérence. Vous risquez l'incohérence, c'est-à-dire on va trouver une grandeur dans le système qui peut, d'après les lois vérifiées aujourd'hui, donc les lois qui décrivent les phénomènes physiques, chimiques et autres avec la connaissance contemporaine, on va trouver une grandeur qui peut être définie de 2 façons différentes. Et donc dont l'unité peut être définie de 2 façons différentes. Ce qui veut dire que dans la matérialisation, on risque l'incohérence, puisque ces 2 chemins ne vont pas forcément donner la même valeur et le même élément. C'est comme si on ajoutait une constante physique supplémentaire, indépendante partiellement des autres, et bien c'est quelque chose qui n'est pas possible dans le système tel qu'il est. Il faut vraiment en enlever une pour en rajouter une. On est vraiment sur 7 en fonction des lois actuelles. On peut l'illustrer, si vous voulez. Prenez l'énergie ou la puissance, l'unité de puissance. La puissance, c'est la puissance d'une force, et une force, c'est de la mécanique, c'est quelque chose qui peut parfaitement être défini à partir d'une masse, d'une longueur et d'une durée. C'est FV, donc c'est le produit d'une force par une vitesse, une force c'est mg, il n'y a pas de souci. Une puissance, c'est aussi une puissance électrique. Et ça, c'est le produit d'une tension et d'un courant électrique. Si nous avions des définitions pour le mètre, la seconde, le kilogramme, le volt et l'ampère, on aurait une incohérence. À partir du moment où on prend l'ampère, on ne peut plus prendre d'autres grandeurs du domaine électrique, si on garde kilogramme. Alors on peut imaginer d'autres systèmes. Cela dit, si vous voulez, les éléments de l'activité humaine, c'est ça la métrologie. Donc la continuité historique et la continuité même historique de pensée par rapport à des révolutions scientifiques est aussi un de nos critères. Je me souviens de séances où j'étais invité permanent d'un comité de l'Académie des sciences qui s'occupe de sciences et métrologie, où véritablement certains des éminents scientifiques présents, bon, il faut être très honnête, pour eux, la quantité de matière, quand on a Avogadro, on n'est pas très loin de la douzaine d'eux. Et c'est fondé, si vous voulez, c'est-à-dire dans une certaine logique de représentation. Alors, je ne vous parle pas de la candela, qui est quelque chose qui est complètement lié, cette fois-ci, à une modélisation de l'œil humain moyen, qui effectivement a ses défauts, et dont on s'est d'ailleurs demandé si en 1930-35, elle correspondait bien à l'humanité d'aujourd'hui. Car évidemment, elle avait été faite sous l'égide de l'Amérique du Nord, on va dire. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors, si on passe aux petites échelles dont vous parliez à un moment, est-ce qu'on est embêté par les fluctuations quantiques quand on mesure des phénomènes et des propriétés quantiques dans la mesure? Alors, on est forcément embêté. La vraie question, c'est est-ce que c'est embêter le mot juste? Parce que, d'abord, ces fluctuations de nature quantique, on peut les mettre à profit pour étudier leurs variations. C'est ce qu'on va faire, par exemple, pour essayer d'accéder aux fluctuations thermiques d'un constituant avec un laser. On va utiliser un laser qui a des fluctuations, qui a du bruit quantique, et voir comment ce bruit quantique peut être modifié. Mais après, si vous voulez, c'est un petit peu plus... la vraie question, c'est quelle est la grandeur que l'on mesure? Les grandeurs dont on dit qu'elles ont des fluctuations quantiques, sur le plan du système quantique, sont des fluctuations parfaitement naturelles et maîtrisées. Ce n'est pas un phénomène parasite, si vous voulez. Ce n'est pas du bruit, c'est intrinsèquement lié à cette grandeur elle-même. Et donc, qu'on y soit confronté quand on fait des mesures, c'est une façon de caractériser cette grandeur. On peut le voir au travers ce qu'on dit souvent, quelquefois, du principe d'incertitude de Heisenberg. Vous savez, le principe d'incertitude de Heisenberg, on dit quelquefois, en mécanique quantique, sous-entendu c'est gênant,
tu ne peux pas mesurer simultanément pour un objet la position et la quantité de mouvement, mettons la position et la vitesse, la position et la quantité de mouvement, puisque c'est ça. Parce que si tu mesures avec une grande précision l'un, l'autre, ce sera avec une incertitude plus faible, puisque le produit des incertitudes est minoré. La vraie question, c'est est-ce que décrire un système quantique avec des caractéristiques position et quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est pertinent comme on le fait en physique classique? Et c'est là que la réponse est non. La mécanique quantique n'est pas gênante, simplement, elle fait que ce qui caractérise bien les objets, ce sont des grandeurs qui ne sont pas les mêmes. Et si on leur donne le même nom et qu'on veut les considérer comme les mêmes, on a des difficultés. Mais sinon, oui, dans certains domaines à l'échelle du laboratoire, on n'est pas très loin de certaines limites quantiques. Ça dit, c'est une fraction très faible des mesures telles qu'on peut les envisager dans le monde. Alors, dans un tout autre domaine, plutôt du côté de la chimie, on nous demande pourquoi les tests Covid ne sont pas fiables à 100%. Pourquoi les tests Covid ne sont pas fiables à 100%? Alors ça, c'est quand même une très très grosse question. Je ne suis pas chimiste, encore moins biologiste, et donc je ne sais pas, je vais dire, je ne sais pas répondre à cette question. En revanche, je suis un citoyen comme un autre, avec un âge qui fait qu'il s'intéresse aux questions de tests et de vaccination de façon assez spontanée. Donc je peux essayer de répondre en tant que citoyen scientifique, mais peut-être, en tout cas, pas avec une voix particulière. Il me semble qu'un test, il y a plusieurs éléments. Enfin, un test Covid, c'est une mesure, une détermination finalement de la présence ou non d'un virus et de sa quantification. D'abord, il y a un protocole qui permet de faire l'expérience. Et j'ai l'impression que ce protocole, qui est la façon dont on va faire le prélèvement, etc., l'habilitation de la personne qui fait le prélèvement, sont des éléments qui ont été étudiés, j'ai envie de dire, si on parle un peu couramment, blindés. C'est-à-dire, on est sur quelque chose où la méthode est validée et l'habilitation des personnes pour mettre en œuvre cette méthode est prévue et validée. Après, il y a la mesure elle-même et puis il y a les références. Alors, les références, c'est un peu, on pourrait dire, l'identification du virus ou non. Après, la mesure, elle est forcément incertaine. Elle est forcément incertaine. Et son incertitude repose sur, d'une part, le fait qu'il y a une sélection dans les tissus et que peut-être le virus n'est pas présent dans la totalité des tissus prélevés d'une façon ou d'une autre, et puis que d'autre part, de toute façon, les méthodes de détermination ont des seuils en dessous desquels on ne détecte rien. Alors on distingue en général le seuil de détection. La première partie à partir de laquelle on peut dire oui, il y en a. Vous voyez, je cherche quelque chose, seuil de détection, ah, j'ai fait une analyse, oui, il y en a. Et le seuil de quantification, qui est en général un petit peu plus élevé, qui est de dire oui, il y en a et je peux vous dire combien. Et dans le je peux vous dire combien, peut-être après, il y a une décision qui est prise pour dire oui, c'est suffisant pour dire que c'est pas normal et qu'on est contaminé ou pas. Tous ces éléments relèvent de l'incertitude de la prise de décision, et moi, je ne suis pas étonné que quelque chose ne soit pas avec une incertitude nulle. Merci. Alors, une petite dernière. Qu'est-ce qui fait que les Français sont bons en métrologie, nous demande-t-on. Alors, en plus, si vous voulez, l'un des domaines historiques où les Français sont parmi les tout premiers du monde, c'est un domaine dont j'ai très très peu parlé, c'est le temps-fréquence. Et le temps-fréquence, véritablement, les laboratoires français sont depuis longtemps, de tout temps, parmi les premiers au monde. On est très très bon aussi en température, on situe au tout premier plan européen pour les aspects de métrologie, et dans d'autres domaines tels qu'on l'a évoqué, l'électricité, on tient son rang. Sur certaines parties de la pression, on est particulièrement actif et vivant. Non, je pense qu'il y a plusieurs points qui font cela. D'abord, si vous voulez, la France est à l'origine, quelque part, du traité de 1875, et est gardienne d'ailleurs de ce traité. La proximité du Bureau international, qui est un organisme intergouvernemental, c'est pas la France, facilite un certain nombre d'échanges et également de passages de scientifiques dans ces domaines. Et puis, même si elle reste très fondamentale, il y a une action de l'État qui
reste résolu et raisonnable dans ce domaine. La France fait à peu près, sur l'activité de métrologie la plus amont, 10% de l'activité européenne. Mais ces 10% sont assez importants. Ça fait d'elle le 3e pays en termes d'investissement à l'échelle européenne, enfin européenne élargie, puisque j'intègre le Royaume-Uni là-dedans, dans ces domaines-là. On est sur des points où, en revanche, on a quelques pans entiers qui sont moins couverts. Mais prenez aussi les utilisations, prenez les rayonnements ionisants. Que la France soit présente dans la métrologie des rayonnements ionisants, compte tenu de l'importance des critères de dosimétrie sur le plan industriel et de la production d'énergie en France, et compte tenu aussi du développement de la médecine nucléaire en France, c'est pas étonnant qu'on ait autour d'un laboratoire du CEA une présence qui soit réelle dans ces domaines. Non, je crois que oui, là, enfin, selon moi, la France tient son. Alors, il y a des spots sur lesquels elle est véritablement au tout premier plan, mais qui sont des tout petits spots. C'est la métrologie de l'apparence. La métrologie de l'apparence, on est sur des champs qui sont des champs souvent inexplorés où on pilote les programmes européens. Beaucoup de l'activité est européenne aujourd'hui et coordonnée. C'est un des rares domaines où on arrive à faire comprendre à des bailleurs de fonds, ce qui n'est pas facile, il est vrai, que ça vaut la peine parfois de faire 2 fois la même chose à des endroits différents. Parce que c'est quand même le principe de la métrologie, d'avoir de la redondance quelque part. Eh ben, merci beaucoup. Nous allons conclure cette séance. Merci à vous qui nous suivez en ligne, bien sûr. Merci Marc Imbert pour cette conférence.